Donc c'est parti, je recommence. Mes chers collègues, nous débutons nos auditions d'aujourd'hui en recevant Monsieur Jean-Michel Blanquet, ancien directeur général de l'enseignement scolaire, actuellement directeur général du groupe ESSEC. Comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, qui est diffusé en version papier sur le site internet du Sénat. Docteur et agrégé en droit public, vous avez enseigné à l'université pendant une quinzaine d'années avant d'être nommé recteur de l'Académie de Guyane en 2004, puis de l'Académie de Créteil en 2007. De 2009 à 2012, vous avez exercé les fonctions de directeur général de l'enseignement scolaire au sein du ministère de l'Éducation nationale, avant d'être nommé en juillet 2013 directeur général du groupe ESSEC. Vous avez récemment publié un ouvrage intitulé « L'école de la vie », dans lequel vous livrez votre diagnostic sur le système scolaire et réalisez un certain nombre de préconisations tirées de votre expérience. C'est au titre de ce riche parcours au sein de l'Éducation nationale que la Commission a souhaité vous entendre afin de recueillir votre analyse sur l'état actuel de la transmission des valeurs républicaines à l'école. Vous pourrez sans doute éclairer nos travaux sur les menaces qui pèsent sur notre système scolaire et sur les solutions envisagées pour refaire de l'école le creuset de notre République. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, monsieur, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Madame la Présidente, d'abord je voudrais dire que je suis évidemment honoré par votre invitation et heureux de pouvoir partager avec vous quelques analyses, puisqu'il s'agit peut-être du sujet le plus important qui soit, puisque pour toute société, l'éducation est le sujet le plus important qui soit, qui détermine le long terme, qui détermine l'unité de la société. Et donc c'est évidemment très important qu'il y ait des principes républicains partagés et que dès l'enfance on s'en préoccupe, puisque c'est à ce moment-là que beaucoup de choses se déterminent. Donc je suis heureux de pouvoir partager ces analyses. Vous avez fait référence à ce que j'ai pu faire dans l'éducation nationale et puis à ce livre « L'école de la vie » où justement je traite un peu cette question, enfin je traite en fait beaucoup cette question soit directement, soit indirectement. Pourquoi est-ce que je dis directement ou indirectement? C'est parce que par définition tout est systémique dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire quel que soit le sujet que l'on aborde, il aura un impact sur le sujet qui est le vôtre aujourd'hui. Autrement dit, c'est multifactoriel. Si, par exemple, je parle du programme de français et d'histoire-géographie, ça a évidemment un impact sur le sujet. Si je parle de la relation avec les parents d'élèves, ce que je vais faire d'ailleurs, c'en a un, etc., 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 de la formation des professeurs, même du statut de l'établissement. Tout est systémique, tout est interrelié. Donc, parler de cela oblige évidemment à avoir une vision d'ensemble, même si je ne vais pas en 10 minutes brosser tout cela. Je partirai donc de l'élève et de son parcours pour dire qu'à mes yeux, on peut considérer que le sujet déjà a deux dimensions. En gros, une dimension de relation à autrui, c'est-à-dire qu'on peut résumer par le respect d'autrui, et puis une dimension de relation à la vie collective, à l'institution, à la République, et qui est donc le rapport à la République, le rapport, mais qui pour un enfant évidemment passe par l'institution qui représente la République, c'est-à-dire l'école. Et ces deux dimensions évidemment sont complémentaires, mais on peut les distinguer. Sur le premier point, c'est-à-dire la relation à autrui, qui évidemment est une autre des façons de définir la morale, qui est la question toujours de respect d'autrui, ce sujet est aujourd'hui éclairé de manière différente de ce que l'on pouvait savoir il y a encore quelques années. Je crois que c'est important de le dire, ce n'est pas un sujet statique. Il est démontré par les sciences cognitives qu'il y a un potentiel d'empathie de l'enfant qui est extrêmement fort, enfin donc de l'être humain, et que d'ailleurs, si on y prend garde, on peut inhiber ce sentiment d'empathie, et même d'ailleurs, certaines perversions peuvent s'expliquer par ce potentiel d'empathie qui a été inhibé. Et inversement, si on tire parti de cela, on peut réussir à faire des enfants de 0 à 6 ans
des enfants qui ont le sens d'autrui, le sens notamment de la capacité de se mettre à la place d'autrui. Je crois que ce point est très important parce qu'il est à la fois pratique et théorique, il est anthropologique et pragmatique. Pourquoi anthropologique? Parce que finalement, on peut dire que parfois les débats sur le système scolaire ont hésité entre deux pôles et qu'on est en train d'en trouver un troisième. Le deux pôles, c'est premièrement le pôle rousseauiste, l'homme naît bon mais c'est la société qui le corrompt. Et puis un autre pôle plus pessimiste qui se dit non, l'homme naît mauvais, disons, et c'est la société qui, par l'éducation, va l'amener à se corriger. Je pense qu'il y a une sorte de troisième voie, de ligne de crête assez scientifiquement fondée, consistant à dire l'homme naît avec un potentiel d'empathie considérable, et c'est l'éducation qui va permettre de le révéler, de l'affirmer. Ceci nous renvoie donc déjà sur tout ce qui se passe de 0 à 3 ans, donc qui excède notre sujet d'aujourd'hui, mais qui est quand même très important, ou de 0 à 2 ans si l'enfant entre à 2 ans à l'école. En tout cas, que se passe-t-il d'un point de vue familial et social entre 0 et 3 ans? C'est évidemment essentiel, puisque nous savons notamment que lorsque l'enfant arrive à l'école maternelle, il y a déjà des germes d'inégalité entre les enfants qui se voient au travers, par exemple, du vocabulaire maîtrisé. Et le nombre de mots que vous maîtrisez à l'âge de 3 ans est déjà assez prédictif de vos réussites scolaires futures, ce qui signifie qu'évidemment le bain familial a joué un rôle. Tout ce qui permet d'avoir... Or, on sait, toujours pour rester sur la question du vocabulaire, qu'il y a un lien direct entre vocabulaire et violence. Si vous êtes en difficulté pour exprimer ce que vous avez exprimé, si vous n'avez pas une certaine subtilité de pensée, elle-même liée à votre étendue de langage, eh bien, ceci a un impact sur vos comportements. Et donc, ces sujets-là sont déjà à la base essentiels et supposent d'avoir été pris à bras-le-corps, ce qui suppose donc un programme de maternelle, sujet sur lequel il y a eu de grands progrès depuis une douzaine d'années, il faut le signaler, puisque on souligne souvent les mauvaises nouvelles, mais il y en a une très bonne dans le paysage de l'éducation nationale qui est passée un peu inaperçue, qui est que entre 1998 et 2011, une étude très précise du ministère de l'Éducation sortie l'année dernière montre que l'enfant aborde le cours préparatoire avec plus d'atouts que donc il y a 10 ans. Autrement dit, aujourd'hui, enfin en 2011, un enfant d'employé ou d'ouvrier a autant de chances mesurées par le vocabulaire, la phonologie, etc., qu'un enfant de cadre en 1998. Comme il y a souvent des statistiques pour nous dire l'inverse sur d'autres sujets, je me plais à dire cela parce que on peut le dire que par-delà les gouvernements, par-delà les soubresauts qu'il y a pu y avoir sur le plan politique, il y a quand même eu des continuités de politique éducative, notamment pour considérer qu'il fallait une politique de la maternelle. Une politique de la maternelle, c'est des programmes de maternelle, une vision spécifique de cet âge-là. Et cette vision spécifique, donc, c'est non seulement des programmes assez volontaristes. Et là, le sujet, à ce stade, n'est plus forcément consensuel parce que on va avoir souvent d'un côté, on va plaider, comme je suis en train de le faire, pour une attention très précise à certaines compétences de l'enfant à la maternelle. Et parfois, on va opposer à cette vision l'idée que la maternelle, c'est fait pour s'épanouir, jouer, chanter, etc. Bien entendu, de nouveau, je considère qu'il y a une troisième voie qui consiste à dire que, bien entendu, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que c'est par le jeu, le langage, la musique qui est tellement importante. C'est un sujet non négligeable dans vos travaux. Tout cela joue un rôle à la maternelle, mais doit avoir une visée pédagogique précise, qui est une visée de socialisation de l'enfant. Et puis, autre conséquence de tout cela, donc au-delà de la dimension, je dirais, cognitive, c'est-à-dire ce qu'on apprend à l'enfant, il y a la vision complète de l'enfant. Et de ce point de vue-là, dès la maternelle, et bien entendu, c'est vrai pour la suite, ne pas faire de distinction entre ce qui se passe dans la classe enfin, on peut en faire une méthodologique, mais pas éthique, si je puis dire, entre ce qui se passe dans la classe et ce qui se passe en dehors de la classe, notamment dans la cour de récréation. Quand vous avez un enfant persécuté par les autres dans la cour de récréation, quand vous avez des phénomènes de tous ordres d'exclusion de l'autre, de non-respect d'autrui, eh bien c'est déjà le germe de quelque chose d'éventuellement grave, et l'éducation se passe par là. Quand on dit cela, ça renvoie à la responsabilité de la communauté éducative, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas considérer que être un professeur aujourd'hui, c'est simplement venir dans la classe, faire cours et s'en aller. Il y a évidemment, et c'est pas non plus un individu face à un groupe d'élèves, c'est une communauté d'individus
reliés à une communauté d'élèves. Et les individus sont d'ailleurs les professeurs, mais pas seulement les professeurs, l'ensemble de la communauté adulte qui travaille dans l'établissement, et tous ceux qui les aident autour de l'établissement, et comment ceci, donc, comment cette communauté prend ses responsabilités et a une vision complète de ce qui se passe pour l'enfant du début à la fin. Donc, j'insiste sur cette première dimension, c'est-à-dire le respect d'autrui, qui est une vision optimiste de l'homme, une vision volontariste de l'éducation que l'on peut prôner, en commençant par la maternelle, mais vu le temps dont je dispose, je n'insiste pas plus là-dessus. Puis deuxièmement, les valeurs de la République, les valeurs de l'école, adhérer à la collectivité, adhérer à la communauté, adhérer au pays auquel on appartient. Je pense que c'est une évidence que l'être humain a besoin de cela. L'être humain a besoin d'appartenir à des cercles concentriques d'appartenance, à commencer par sa famille. Et bien entendu, la nation compte beaucoup dans ce cadre-là. Paradoxalement, la France, qui est un peu, qu'on peut considérer comme l'un des 2 ou 3 pays qui ont inventé cette notion de nation, est celui qui a le plus de complexes vis-à-vis de cela. Peut-être que nous sommes... parce que justement nous sommes âgés sur le sujet, et fatigués sur le sujet, alors même que ça ne pose aucun problème dans beaucoup de pays. Et j'ai une expérience internationale assez forte pendant les années que vous avez rappelées. J'étais notamment sur le continent américain où j'ai vécu, en Amérique latine notamment, et aux États-Unis. J'ai aussi une expérience outre-mer où les choses se posent différemment. Mais tout ce que j'ai vu, c'est évidemment une absence de complexe vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que celui ou celle qui arrive en disant il faut aimer son pays, en aucun cas n'est vu comme un personnage archaïque ou réactionnaire. C'est au contraire la chose la plus naturelle qui soit et qui fait partie d'une chaîne d'appartenance qui n'exclut personne, qui au contraire est inclusive. Donc je pense que cela fait maintenant longtemps, trop longtemps, que l'atmosphère générale de notre pays est à oublier cela, et on en paye évidemment les conséquences. Comme recteur, j'ai eu l'occasion très souvent évidemment de prendre un chemin inverse et de dire à quel point c'était important. Donc dans le livre, je donne le livre évidemment écrit avant le 7 janvier, hein, donc j'ai pas de je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre ce qui s'est passé pour comprendre qu'il y avait un sujet. Dans le livre, un des exemples que je donne, mais c'est un parmi beaucoup d'autres, est celui de la Marseillaise, qui a été donc dans les années 2000, quand il y a eu quelques scandales autour du fait qu'elle était sifflée au Stade de France. On avait organisé dans l'Académie de Créteil, entre des enfants du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, une chorale pour chanter la Marseillaise au début des matchs de l'équipe de France de rugby, en l'occurrence, mais ça aurait pu être de football. Et ça s'est passé, ça a eu lieu. Malheureusement, une seule fois, j'aurais aimé que ça se perpétue dans le temps, mais en tout cas, à la fois l'exercice en lui-même, qui a une nature musicale, avec toutes les vertus que ça représente, mais l'exercice républicain, et ce que ça a signifié ce jour-là dans le stade, quand vous aviez cette centaine d'enfants qui chantaient, il n'y avait pas une seule personne qui a imaginé siffler ça à ce moment-là, évidemment. C'est un exemple parmi d'autres, mais où, évidemment, il faut avoir une vision joyeuse, constructive, optimiste, incluante de la nation, et qui passe par un état d'esprit qui ensuite se traduit par toute une série de choses concrètes. Au travers de cet exemple, je pense qu'on peut dire que la question de l'instruction civique n'est pas du tout un sujet désuet, bien au contraire. Après, c'est la façon dont c'est fait, la façon dont c'est relié aux enjeux de morale, donc une instruction civique et morale qui donc distingue les 2 dimensions, mais les relie entre elles, en montrant bien que derrière la question du respect de la République, il y a le respect d'autrui aussi, évidemment, et l'adhésion. Alors, par rapport aux enjeux d'intégration que l'on met souvent en avant sur ces questions, je voudrais d'abord souligner à quel point j'ai vu très souvent que la grande majorité des enfants issus d'immigration, en réalité, adhèrent aux valeurs de la République et sont assez et surtout très enclins à rentrer dans les logiques positives que je viens d'inciter, mais que ce qui se voit, c'est évidemment la minorité importante de ceux ou celles pour qui ça n'est pas le cas. Et je pense qu'un pays qui n'affiche pas une certaine fierté, une certaine joie dans le fait de faire communauté régulièrement, mais de manière assez naturelle, évidemment ne risque pas de créer ces phénomènes d'adhésion eux-mêmes naturels que l'on a dans son pays.
Et si on se compare par exemple aux États-Unis où les conditions des immigrés sont pas forcément meilleures qu'en France, loin s'en faut. La fierté qu'on réussit à créer se passe par des éléments symboliques et d'état d'esprit général que l'on pourrait retrouver en France, surtout que ça correspond à une tradition française qui existait bel et bien. Donc c'est pas si difficile que ça de la retrouver, et c'est quelque chose qui évidemment transcende les clivages politiques. Donc je pense que, peut-être pour conclure, ce qui est important aussi, c'est l'image que donne le monde adulte au monde des élèves. Lorsqu'on se plaint des phénomènes de violence, ou de division au sein des communautés d'élèves, il faut bien se rendre compte que la première chose, c'est le sujet de l'exemplarité. C'est-à-dire, que se passe-t-il, que voient les élèves? Alors c'est vrai aussi de ce qu'ils voient en dehors de l'établissement, ce qu'ils voient dans leur famille, ce qu'ils voient à la télévision, sur Internet, etc. Mais c'est aussi vrai de ce qu'ils voient dans l'établissement. S'ils voient une communauté adulte soudée, si un professeur qui se fait chahuter n'est pas un individu seul, mais quelqu'un pour lequel il y a une solidarité des professeurs, une équipe en face, ce phénomène cessera. Si c'est juste de l'individualisme dont ils sont témoins au quotidien, tout le temps, sous toutes les formes, évidemment, eux-mêmes cultiveront cela. Et puis, on peut même avoir un danger de basculement d'une société adolescente, supérieure en quelque sorte, se sentant plus forte que la société des adultes. Et là, évidemment, tous les débordements sont possibles. Ça existe parfois. Et c'est aussi cette unité du monde adulte qui est importante dans l'établissement scolaire. Merci pour cet exposé très clair. Et ceux qui n'ont pas lu votre livre vont se précipiter pour le lire.